Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Logique sociale. Collection Logique sociale. Série Études culturelles. Dirigée par Bruno Pequignot. Le champ des pratiques culturelles est devenu un enjeu essentiel de la vie sociale. Depuis de nombreuses années se sont développées des recherches importantes sur les agents sociaux et les institutions, comme sur les politiques qui définissent ce champ. Le monde anglo-saxon utilise pour les désigner l'expression Cultural Studies. Cette série publie des recherches et des études réalisées par des praticiens comme par des chercheurs, dans l'esprit général de la collection. Louis Basco dire, Construire son identité culturelle 2014. Jean-Louis Favre, Une histoire populaire du 13e arrondissement de Paris. Mieux vivre ensemble 2013. Marisol Facuse, Le monde de la compagnie Joli Môme. Pour une sociologie du théâtre militant, 2013. Ji-Eun Min, La réception de la comédie musicale de langue française en Corée. Échange culturel dans une économie mondialisée, 2013. Nadine Boudou, Les imaginaires cinématographiques de la menace. Émergence du héros postmoderne 2013. Laetitia Sibaud, Les musiciens de variété à l'épreuve de l'intermittence. Les précarités maîtrisées 2013. Christian Apprill, Aurélien Djiakaouane et Maud Colasdaniel, L'enseignement des danses non réglementées en France. Le cas des danses du monde et des danses traditionnelles 2013. Christiana Constantopoulou, Barbarie contemporaine 2012. Barbara Lebrun édition, Chansons et performances. Mise en scène du corps dans la chanson française et francophone 2012. Isabelle Papieau, Du culte du héros à la Peoplemania 2012. Frédéric Gimellomesplomb, L'invention d'un genre, le cinéma fantastique français 2012. Frédéric Gimellomesplomb, Les cinéastes français à l'épreuve du genre fantastique 2012. Raphaël Vanson, musicien amateur ou professionnel? La construction identitaire musicienne 2011. Yves Rebaud, Géographie socioculturelle 2011. Françoise Carrecchio, La culture des jeux. Une poétique enfantine 2010. Préface. L'originalité de cet ouvrage consacré à la culture hip-hop et plus particulièrement au rap, se situe dans le fait que Keira Bellagzian a bousculé, sinon renversé, des stéréotypes sur le rap et les rappeurs. En choisissant de mener ses recherches sur le prisme de l'interaction symbolique et de l'analyse du métalangage, l'auteur a pu ainsi cerner une dimension à laquelle nous ne sommes pas habitués. Nous ne pouvons que rendre hommage à cette jeune chercheure pour sa persévérance et son obstination avec lesquelles elle a conquis le droit d'enquêter dans un milieu difficile d'accès. Grâce à cette ténacité, elle a rompu avec les lieux communs qui accompagnent presque toujours les études de cette expression culturelle. Ce livre nous apporte au niveau de la connaissance de la culture populaire urbaine, des éléments d'une très grande originalité. Nous pouvons attester que c'est un exercice très difficile, de pouvoir échapper aux lieux communs et à tous les éléments médiatiques que cette culture véhicule. Une compréhension qui lui a permis de saisir comment cette poésie populaire est devenue un mythe. Elle a utilisé l'analyse sémiologique inspirée de Roland Barthes, d'une manière constructive au niveau de la compréhension de cette pratique culturelle, et de la mythologie qui est incorporée en elle. Sa justesse dans l'analyse du métalangage démontre sa très grande capacité d'abstraction, en particulier à propos de l'analyse du mythe moderne, vision allégorique entre réalité et imaginaire. C'est le point fort de cet ouvrage. Procéder à une analyse du signifiant de cette poésie urbaine, tout en nous permettant de comprendre comment elle réussit à perdurer. Il y a des thèmes récurrents à la culture populaire: le rôle de la mère, l'absence de la figure du père, l'injustice et la police. Le rappeur devient un héros qui est là pour dénoncer les injustices sociales. Il représente le jeune qui magnifie son environnement familial et représente le bien, tandis que le mal c'est les autres, l'environnement social. Le thème de la rue dépasse la simple image, ils sont les enfants de la rue. Cette dernière est personnifiée et féconde, à la fois espace public mais aussi espace personnel.
Il y a une nouveauté dans cette poésie, la présence de la jeune fille. Il existe toujours une certaine retenue lorsqu'il s'agit d'exprimer des sentiments, ou bien une impossibilité empêche le protagoniste de mettre en avant son affectivité. En revanche, les rappeurs sont davantage affectifs entre eux, parce qu'ils s'imaginent tous être des frères. Grâce à cette poésie, le jeune rappeur a pris le pouvoir des mots dans un micro. Ainsi, les mots ne sont plus seulement un vocabulaire mais peuvent exercer et instaurer un pouvoir. Cet ouvrage s'inscrit dans la sociologie de l'imaginaire, cette recherche nous amenant à découvrir celui des rappeurs. En effet, nous constatons une sensibilité à l'intérieur de la signification pour atteindre l'étape ultime, la métaphore. C'est ce qui construit un métalangage permettant d'atteindre le mythe. En ayant une connaissance du terrain, elle a pu exposer la pesanteur d'une certaine catégorie de la culture populaire dans une ville de taille moyenne comme Perpignan. À propos des acteurs, elle nous a démontré que la culture populaire liée au rap ne touche pas seulement la catégorie des jeunes et que celle-ci s'élargit à d'autres couches sociales. Ce livre nous a permis d'avancer au niveau de la compréhension de la diffusion d'un phénomène typiquement urbain, qui a progressé dans l'imaginaire de la population des quartiers populaires, au point de devenir un symbole d'expression de leur mal-être. Il s'est propagé dans les zones rurales de la même façon chez les jeunes et moins jeunes. D'ailleurs, en lisant attentivement le corpus proposé, nous ne constatons pas de particularités liées à la réalité de Perpignan et de ses alentours. Les chansons expriment un état d'esprit plus universel que local. Keira Bellachziane a pu aller au-delà des apparences et examiner les rapports entre culture populaire et rap. Cela lui a permis de mieux entrevoir les retombées de la politique de la ville sur la production artistique des jeunes. Ainsi, nous constatons que l'éducation populaire, à travers les pratiques des ateliers et de la création d'expressions originales, a contribué à créer des connaissances qui enrichissent d'une part la culture populaire et d'autre part, la formation des rappeurs en leur constituant un capital intellectuel. Ce travail invisible de l'éducation populaire dans les quartiers, rares sont ceux qui en parlent à cause du faible intérêt médiatique. Ces éléments jouent autour du champ de la culture populaire. Un jeu capital, tant dans son enrichissement que dans les conduites sociales de certains groupes. Son analyse nous permet de comprendre la mise en place du processus de réciprocité qui prend sa source dans les rapports établis autour de pôles d'attraction et de répulsion dans la société de masse. Ces pôles attraction-répulsion pourraient expliquer l'émergence de la culture underground. Celle-ci prend la forme d'une contre-culture. Tout comme l'industrie culturelle, les acteurs du rap underground diffusent des messages à travers leur création artistique. C'est sur la forme et le contenu de ces messages que se matérialise la contre-culture. En effet, si l'industrie culturelle traite les consommateurs comme des objets rentables, l'importance reste au niveau des messages pour les acteurs. La richesse de cet ouvrage se situe dans l'éventail des sociologies spécialisées dans lesquelles il s'inscrit. Sociologie urbaine, de la jeunesse et d'action. Cela permet de traiter la culture populaire dans toute sa complexité. Nous ne pouvons que saluer cet effort de démontrer que la culture populaire exprime d'une manière métaphorique la réalité sociale. Ce que l'auteur Keira Bellachziane a su très bien mettre en avant est l'imaginaire des rappeurs, qui centre l'attention des lecteurs sur le métalangage de cette expression culturelle. Introduction. Pérenne dans les pratiques culturelles d'une importante partie de la jeunesse et inscrite dans l'espace public depuis maintenant plus de 4 décennies, la culture hip-hop continue à nous interroger. Plus précisément, ce sont les formes du rap underground qui nous intéressent ici, c'est-à-dire le rap créé par les acteurs juvéniles de la culture populaire, anonymes du circuit traditionnel de diffusion et de consommation de masse. On cherche alors à se dégager des amalgames entre le rap de la culture populaire et le rap de l'industrie culturelle. C'est cette dernière qui s'est inspirée du rap de la rue, et non l'inverse. Cette distinction entre les productions de l'industrie culturelle et les créations culturelles populaires constitue l'originalité de notre recherche. Ainsi, le rap continue de tenir une place importante dans la culture populaire. C'est pourquoi on ne peut plus parler en termes d'épiphénomène pour désigner le rap. Nous le considérons comme un phénomène social, susceptible de nous éclairer sur les conduites sociales de ses praticiens. D'abord adopté et aménagé par les acteurs juvéniles des grandes villes,
notamment au sein des quartiers populaires définis comme sensibles. Le rap est aujourd'hui également pratiqué dans les petites villes, les villes moyennes ainsi qu'en zone périurbaine. Cette nouvelle donne annonce une réorientation sociologique quant aux problématiques sur la jeunesse populaire. Si l'on s'inspire de la pensée d'Hannah Arendt qui postule l'art comme un paradigme de l'être dans le monde, il nous est possible de considérer le rap comme un discours exprimant une vision allégorique de la vie quotidienne. À travers l'expression artistique et la création culturelle, le rap devient une métaphore sociale capable de nous informer sur la vision du monde de ces acteurs juvéniles de la culture populaire. Cette métaphorisation de la réalité implique un ordre caché du fonctionnement du discours, un message latent caché derrière un discours recherché et spontané. En considérant le rap comme un discours, il devient possible de proposer une analyse à travers un relevé systématique de la signification imaginaire. C'est pourquoi une lecture métalinguistique du discours pourrait révéler et rendre le message manifeste. Dans cette perspective, on peut emprunter le modèle sémiologique développé par Roland Barthes et partir ainsi à la recherche du métalangage des textes de rap. En ces termes, il s'agira de mettre au centre de notre analyse non pas une interprétation sociale ou morale de la création artistique populaire, mais de construire cette analyse en y intégrant essentiellement la dimension de l'imaginaire. Ceci afin de mettre en évidence son rôle dans la création culturelle, et par là même dans les conduites des acteurs. En recherchant le métalangage à partir d'une analyse sémiologique, on suppose que l'ordre caché du fonctionnement du discours des rappeurs est d'ordre mythologique. Pourquoi une telle supposition ? Nous avons construit cette pensée en fonction d'un constat, celui de l'inscription pérenne du rap et de la culture hip-hop en général, dans la vie quotidienne de la jeunesse. Autrement dit, c'est le constat selon lequel le rap était entré dans l'histoire sociale et collective, qui nous a amené à poser l'hypothèse que cette inscription pouvait avoir fait émerger une nouvelle mythologie. Quels sont ces nouveaux mythes ? En quoi le rap est-il un mythe actuel ? Chapitre 1 : Culture populaire et contre-culture. 1. La culture populaire. Populaire. Ce terme est issu du vocable « peuple », qui dans la langue académique renvoie à deux définitions. Soit le terme populaire signifie l'ensemble des êtres humains vivant en société, habitant un même territoire défini, cité, et partageant les mêmes règles sociales, nomos, une nation, soit le populaire se définit en termes de masse, où l'on perçoit une opposition entre le plus grand nombre et la classe dite dominante que l'on retrouve notamment dans le fondement théorique marxiste à travers l'opposition prolétaire-bourgeois. C'est particulièrement sur cette opposition que le débat sur la culture populaire se construit en sciences sociales. De quelle manière le terme populaire est-il mobilisé pour cette recherche ? Comprendre les processus à l'œuvre dans l'émergence d'une culture populaire nécessite qu'il faille dépasser le clivage des postulats minimalistes ou maximalistes, en proposant une alternative plus complexe à ces conceptions, notamment dans une perspective interactionniste. La conception minimaliste définit la culture populaire comme un sous-produit, un dérivé des créations culturelles des groupes dits dominants. En ces termes, elle ne serait dotée d'aucune créativité, d'aucun dynamisme, ni d'aucune autonomie. Dans cette perspective, seule la culture dite dominante, réservée aux élites, serait la culture de référence et légitime, la seule culture reconnue comme vraie. La culture populaire ne serait qu'une mauvaise imitation, un appauvrissement culturel. Cette conception perçoit les acteurs de la culture populaire comme aliénés à la culture dite dominante. Avec ce mode de pensée, héritier de la tradition bourdieusienne, nous sommes dans la conception aujourd'hui dépassée de l'opposition entre la culture populaire et la culture savante. Celle-ci marque l'entrée de l'idéologie marxiste sur la division de la société en classes dans le débat sur la culture. Face à cette conception, il existe une autre vision maximaliste qui consiste à penser que la culture populaire serait égale ou supérieure à la culture savante, qu'elle ne doit rien aux élites puisqu'elle serait une production complètement autonome. Jean-Claude Passeron et Claude Grignon en avaient dénoncé les conceptions misérabilistes et populistes, en envisageant la culture populaire en dehors d'une éventuelle résistance. Dans notre recherche, nous ne tenons pas compte de ces deux courants de pensée. Nous pouvons en effet postuler une autre vision de la culture populaire, en rétablissant la capacité de création chez les dits dominés,
sans pour autant enlever cette faculté aux dits dominants. Il s'agit de penser que le groupe dit dominé dispose de sa propre culture, d'une réelle capacité à créer la culture au même titre que le groupe dit dominant. La culture populaire ne se définit ni comme entièrement autonome, ni comme une pure imitation, ni comme une pure création. À travers cette approche, il s'agit de rejeter l'idée d'invariabilité de la culture. Ici, la culture se façonne en fonction d'interactions individuelles et collectives, elle est donc dynamique. Elle est une culture qui se fabrique au quotidien, dans les activités à la fois banales et chaque jour renouvelées. Avec cette approche interactionniste, on se dégage du courant culturaliste qui confère à la culture un caractère immuable, autonome et indépendant. Dans cette perspective, il devient possible d'échapper à la dichotomie savant-populaire, en cernant davantage les relations qui s'établissent entre elles. En affirmant cela, nous pensons que le débat sur la culture populaire se trouve ailleurs que dans la question de la capacité des êtres humains à créer. En partant du principe que la capacité à innover est le propre de l'être humain, nous suggérons de replacer le débat autour d'un tout autre postulat. Nous pensons à un processus complexe. Cette complexité se révèle dans les rapports entre les individus. C'est précisément dans la forme de cette communication qu'apparaît la complexité. En effet, nous pensons que la culture populaire se construit selon des rapports d'interaction que nous envisageons non pas dépendantes d'un rapport de domination, mais selon une relation réciproque. Plus précisément, nous pensons la culture populaire comme un espace social structuré et dynamique, dans lequel circulent des créations culturelles construites dans la perspective d'une relation de communication antinomique réciproque, fondée autour d'un pôle d'attraction et un pôle de répulsion entre les acteurs du monde social. Nous situons cette forme de communication dans l'espace public, dépendante d'un processus d'agir communicationnel. En ces termes, on suppose que les acteurs de la culture populaire construisent leur culture à la fois selon le fait qu'ils sont attirés par la culture dite dominante, mais aussi par le fait qu'ils la repoussent. Leurs productions artistiques s'inscrivent dans un processus dynamique de l'antinomie et des contradictions sociales. Si la forme de cette communication réciproque est antinomique, son contenu se matérialise dans la création artistique et culturelle. Autrement dit, cette communication réciproque, bien qu'elle soit antinomique, emmène les acteurs dans un processus de création artistique collectif. Le mode d'action est d'ordre participatif et moins contemplatif. Manifeste dans l'espace public, la culture populaire peut s'inscrire dans une dimension politique, régulée par un mouvement de contre-culture. C'est selon ces préalables que nous définissons la culture hip-hop, une culture populaire inscrite dans une dynamique sociale et culturelle durable depuis la fin des années 70, qui remet en question le concept de domination sociale. Elle est une culture populaire, en ce sens qu'elle appartient au peuple. C'est le peuple lui-même qui la crée, qui la façonne, qui la nourrit au quotidien. Au-delà des expressions artistiques qu'elle met en scène, elle est aussi un style de vie vécu au quotidien. Elle est dynamique, en mouvement perpétuel, elle n'est jamais définitive, elle grandit. Il ne s'agit donc pas de contemplation, mais bien de participation culturelle. La revendication est populaire. Par l'expression artistique, ces praticiens revendiquent leurs aspirations à vouloir se rendre visibles dans l'espace public et s'y installent d'un point de vue esthétique. L'urbanité devient alors un espace symbolique d'une revendication à l'existence. C'est ce désir de reconnaissance dans l'espace public qui inscrit la culture dans une dimension politique. Après plus de 3 décennies de visibilité de la culture hip-hop dans l'espace public, quelle est sa signification actuelle ? 2. Genèse de la culture hip-hop. Le hip-hop est né au début des années 70 aux États-Unis, plus précisément au nord de New York dans le ghetto du Bronx, un territoire stigmatisé par la précarité des populations, alors majoritairement habité par des minorités ethniques latino-américaines et afro-américaines. Pour comprendre l'émergence de la culture hip-hop, il faut remonter dans l'histoire des Noirs américains aux États-Unis, notamment durant la période de ségrégation légale fondée sur la couleur de peau, cela malgré l'abolition de l'esclavage en 1865. C'est en 1896 que cette ségrégation est officialisée par la Cour suprême, à travers l'arrêt Plessy v. Ferguson,
qui autorise les États qui le souhaitent à imposer par la loi des mesures de ségrégation raciale. De cette loi s'ensuit la doctrine separate but equal, séparés mais égaux. Théoriquement, il s'agit de séparer les populations blanches des Noirs, et cela physiquement, socialement, culturellement, économiquement, politiquement, tout en accordant les mêmes droits aux uns et aux autres. Or, dans les faits, la seule perspective retenue par les États est celle de la discrimination raciale. Dorénavant, les Noirs n'ont plus le droit de vivre dans la même société que les Blancs et les 13e, 14e et 15e amendements de la Constitution ratifiés lors de la reconstruction suivant la guerre de sécession, sont totalement détournés. Le principe de reconnaissance comme citoyen américain à toute personne née aux États-Unis, quelle que soit sa couleur de peau, est totalement bafoué. Dès lors, les Noirs sont soumis à l'interdiction de fréquenter les espaces publics et privés des Blancs. Ainsi, il est interdit pour un Noir de s'asseoir dans les transports publics à côté d'un Blanc, l'interdiction de boire à la même fontaine d'eau qu'un Blanc, de se faire soigner dans un même service hospitalier qu'un Blanc. Un enfant noir n'a pas le droit de fréquenter la même école et le même jardin d'enfants qu'un enfant blanc, l'interdiction de fréquenter les bibliothèques, les musées, les restaurants et les lieux de loisirs des Blancs, de se marier ou de cohabiter avec un Blanc, le métissage est strictement interdit. Ces directives, et celles-ci jusqu'au milieu des années 1960, sont à l'origine de milliers de morts noirs américains, des lynchages publics, prémédités ou spontanés, des meurtres organisés par des groupes racistes et violents. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.